Les forces spéciales travaillent souvent derrière les lignes ennemies. Pour assurer le succès de leur mission secrète, leurs agents portent les meilleures armes qui soient. Car dans le feu de l'action, leur arme de poing est leur dernière défense. Les armes de poing des forces d'opération spéciales sont légères, précises et dotées d'un grand pouvoir d'arrêt. Aujourd'hui, nous imaginons nos propres missions afin de mettre ces armes à l'épreuve. Et nous remontons dans le temps pour examiner l'évolution des technologies qui ont mené à la création des pistolets contemporains. Voici le pistolet des forces d'opération spéciales, une arme qui a changé le monde. La puissance de feu. Rien ne conditionne davantage la capacité militaire. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine, afin de comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. Voici l'arme de poing adoptée par de nombreuses équipes SEAL de la marine américaine. Il s'agit du Mark 25, mieux connu sous le nom de Sig Sauer P226. Il est chambré en 9 mm Parabellum et son chargeur contient 15 cartouches qu'on charge comme ceci. Je suis maintenant prêt pour lui faire passer un petit test. Si vous connaissez le travail des équipes SEAL, vous vous doutez bien que leurs armes doivent pouvoir résister à l'immersion dans l'eau. C'est ce que nous allons vérifier à l'instant. Prêt à tirer? Tel que promis par le fabricant, j'ai pu tirer une dizaine de balles après l'avoir immergé complètement et le pistolet fonctionne parfaitement. Aucun incident de tir, aucune hésitation. Et vous avez ce pointillage de la crosse qui assure une bonne prise même lorsque mouillé. Cette arme a offert une excellente performance. Le P226 fait partie du club select des armes de poing d'opération spéciale. Le tout premier membre de ce groupe fut le Colt M1911, l'arme de poing de l'armée américaine pendant près d'un siècle. Durant la Seconde Guerre mondiale, la direction des opérations alliées, en collaboration avec l'OSS, les services de renseignement américains, ont pénétré les territoires ennemis armés du M1911. Ces unités d'élite serviront de modèle aux forces d'opération spéciale d'aujourd'hui. Armés uniquement de ce qu'ils peuvent transporter sur eux, ils sabotent des chemins de fer, amassent des renseignements et tentent des embuscades aux soldats allemands. Grâce à son calibre 45, le M1911 confère un avantage non négligeable à ses précurseurs des forces spéciales en combat rapproché. Aujourd'hui, le légendaire M1911 a cédé le pas à des pistolets plus modernes, comme les Sig Sauer P226 au sein des forces spéciales. Joel Lambert, ancien membre d'une équipe SEAL, connaît bien ce pistolet. Pendant ses 10 années de service au sein des équipes SEAL 2 et 4, il a pris part à des combats dans différents pays, tels le Kosovo et l'Afghanistan. Son cordon de sécurité lui assure toujours d'avoir à sa ceinture son P226. Le P226 est un pistolet fantastique. Je l'ai utilisé dans toutes sortes de missions et de conditions et sa performance est sans faille. Il est léger, il pèse moins d'1 kilo. Il est facile à dégainer et son chargeur a une très bonne capacité. 15 balles plus une dans la chambre. Ça fait beaucoup de plomb à décharger au champ de tir. À ton avis, quelle est sa portée efficace maximale? Je dirais autour d'une 50aine de mètres, mais dans la réalité, quand vous dégainez un pistolet, c'est généralement pour une cible beaucoup plus proche. Oui, et son mécanisme de détente? Certains sont à simple et à double action et d'autres uniquement à double action. Allons observer ces mécanismes en action. Nous avons mis en place 2 panneaux de verre résistants à l'éclatement pour notre démonstration des mécanismes de détente.
Voici un P229 de calibre 40 employé par le NCIS. Il est uniquement à double action, c'est-à-dire que chaque pression de la détente accomplit deux actions. D'abord, la détente arme le chien, puis la balle est tirée. Voilà la seconde action. Double action. Très bien. Celui-ci est aussi un P229, mais il est chambré pour un calibre 3,57 SIG. C'est l'arme des services secrets. Il fonctionne à simple et double action. Le tir de la première balle se fait en double action. L'énergie dégagée par l'éjection de la première balle a réarmé le chien. Et toutes les balles suivantes sont tirées à simple action. Et voilà le travail. Double et simple action. Oui, Dans un même pistolet. exact. Maintenant, à ton avis, quel est l'avantage d'un pistolet à double action? Les pistolets à double action sont plus sécuritaires. Comme le chien doit être armé et libéré par une pression de la détente, vous ne risquez pas de ranger un pistolet armé dans sa gaine. Ça donne plus de contrôle au tireur sur son arme. À mon avis, le mécanisme à double action ralentit le tireur juste assez pour qu'il puisse attaquer sa cible de façon plus précise et réfléchir. Qu'il soit à double ou à simple action, tous les pistolets d'opération spéciale ont un même objectif, neutraliser l'ennemi. Or, tous ne s'entendent pas sur la manière d'y arriver. Joel, tu sais comme moi qu'au sein des forces d'opération spéciale, il y a un important débat autour de la différence entre le pouvoir d'arrêt et le pouvoir vulnérant. En effet, pour le pouvoir d'arrêt, on recherche des balles plus lentes, de gros calibre, possédant un grand potentiel de transfert d'énergie sur la cible. Quant au pouvoir vulnérant, les balles plus petites et plus rapides peuvent entraîner la mort, mais pas toujours sur le coup. On ne résoudra pas aujourd'hui la question de savoir lequel est préférable. Par contre, on peut faire la démonstration des capacités de différentes cartouches. Ça me plaît. Alors allons-y. Voilà, Joel. Nous avons deux pistolets employés par des forces d'opération spéciales. Tu manieras le P229 chambré en calibre 40. J'aurai le P228 de 9 mm. Nous cherchons à savoir lequel des deux calibres a le meilleur pouvoir d'arrêt. Chacun de nous tirera à l'intérieur de l'une des boîtes afin de mesurer quelle balle il fera le plus de dégâts. Joel, tu tireras le premier, avec le SIG P229 de calibre 40. J'ai hâte de voir le résultat. Parfait. La balle de calibre 40 de Joel a transpercé toutes les lattes. Voyons de quoi est capable ce 9 mm. Voyons ça. Allons voir ce que ça donne. Allons-y. Les balles ont toutes deux transpercé chacune des lattes de bois. Mais la démonstration a pour but de savoir laquelle possède le plus grand pouvoir d'arrêt. Le trou d'entrée est relativement petit sur la première planche. On constate aussi que le transfert d'énergie a fait lever des éclisses au dos de la planche. Cet éclatement est comparable à l'impact sur les os qui n'ont pas l'élasticité des autres tissus du corps. Évidemment, ici, la balle a forcé son passage à travers la dernière latte de bois. Quant au 9 mm, le 9 mm est le calibre le plus répandu parmi les pistolets d'opération spéciale. Ces munitions sont faciles à trouver partout dans le monde et leur petite taille les rend faciles à transporter en quantité. Par contre, leur petite taille comporte aussi des inconvénients. Comparons maintenant les deux. En matière de pouvoir d'arrêt, voilà ce qu'on recherche. Exactement. Une grande diffusion d'énergie et une grande expansion. Exactement. Lent et puissant. Voilà. La plus petite des deux balles a traversé la boîte sans dévier. Si cette cible avait été un soldat ennemi, la blessure aurait pu être létale, mais elle n'aurait peut-être pas stoppé son attaque. La plus grosse balle transfère presque toute son énergie cinétique à la cible. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'arrêt. Il est resté si peu d'énergie à la balle que les dernières lattes de bois ont fait dévier sa trajectoire. Certaines équipes SEAL travaillent avec le P226. Bien sûr. Mais certaines forces d'opération spéciale emploient d'autres pistolets. Oui, certaines ont opté pour le P229. Il y a aussi le M11 et le Glock 17, tous de calibres différents selon les équipes. La plupart des équipes d'opération spéciale utilisent des pistolets chambrés en 9 mm.
Ils permettent aux agents en mission de transporter une grande quantité de munitions sans trop ajouter de poids à leur équipement. De plus, il leur est possible de s'approvisionner partout sur la planète. Toutes les balles d'un même calibre n'ont cependant pas le même pouvoir d'arrêt. La plupart des gens ignorent que la forme du projectile le fait varier considérablement. Exact. Une balle ogivale typique traverse sa cible sans libérer toute son énergie, tandis qu'une balle à pointe creuse se dilate à l'intérieur de la cible. Sa surface de contact élargie transmet beaucoup plus d'énergie à la cible, tout en laissant une cavité beaucoup plus grande. J'ai conçu la mise en scène parfaite pour en faire la démonstration. Je t'écoute. Nous employons des pastèques, car leur écorce a une certaine rigidité qui conservera la trace du passage de la balle dans sa chair. Voici le topo. Joel, tu tireras du 9 mm standard avec le P226 des SEAL. Moi, je manierai le P228, employé par certaines unités spéciales d'enquête de l'armée, mais il sera chargé de cartouche à pointe creuse de 9 mm. Avec la balle standard de 9 mm, le point d'entrée est relativement petit. Mais l'énergie cinétique libérée par la balle traversant la chair crée un mouvement d'expansion. C'est pourquoi il y a rupture des tissus et ici un éclatement de la chair vers l'arrière, ce qui nous permet d'observer des dommages plus importants à la sortie. Si nous nous déplaçons vers la seconde cible traversée par la balle à pointe creuse... Elle est plus amochée. Oui, c'est indéniable. Quelle horreur. Au contact, cette munition se déforme. Son nez s'aplatit, ce qui élargit la surface de contact avec la chair du melon et augmente, par le fait même, la distribution d'énergie. La pression sur la chair devient si intense que l'écorce ne peut plus la retenir. Et c'est l'explosion. Il faut qu'elle aille quelque part. Ouais. Les munitions à pointe creuse peuvent être employées par certaines unités de forces spéciales sur le territoire. Mais des traités internationaux interdisent leur utilisation au combat. Sur le champ de bataille, on peut obtenir une plus grande puissance en employant des pistolets de plus gros calibre. Ces armes de poing contiennent moins de balles et sont plus difficiles à dissimuler. Un compromis que certaines unités sont prêtes à faire. Le Mark 23 est le premier pistolet de calibre 45 adopté par les forces spéciales américaines depuis le M1911. Il est entré en fonction en 1996, après avoir passé les tests militaires parmi les plus rigoureux de l'histoire. Le Mark 23 est fiable et précis. Il n'a qu'un seul inconvénient. Il est énorme. Ce pistolet est plus long que les Sig Sauer P226 d'au moins 5 cm. Équipé, il mesure jusqu'à 41 cm. Or, un nouveau pistolet d'opération spéciale offre maintenant un gros calibre dans une arme compacte. Jeff Reeves a servi au sein d'une équipe SEAL de la Marine pendant plus de 9 ans sur différents points chauds du globe. Ce pistolet est l'USP-45CT de Heckler & Koch. Les SEAL commencent à peine à l'utiliser. Il tire des cartouches classiques de calibre 45 ACP. Tout comme sa version précédente, oui. Sauf que celui-ci a un chargeur de 10 balles, ce qui n'est pas courant pour ce type de calibre. Je remarque aussi que son canon est vrillé. Pour pouvoir y ajouter un silencieux, que voici. Ce silencieux peut être vissé à l'extrémité du canon, selon les besoins de la mission. Les pistolets d'opération spéciale modernes comme le P226 sont un chargeur contenant de nombreuses cartouches faciles à charger. Ils sont compacts, ils sont fiables et d'une précision chirurgicale. Mais il a fallu près de 500 ans d'évolution technologique pour y arriver. Dès le XVIe siècle, les armuriers se sont mis à fabriquer des armes de poing à tir répété, aussi spectaculaires qu'encombrantes et imprécises. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'un premier modèle atteint vraiment ses objectifs. Pour en apprendre plus sur cette invention historique, je me suis rendu au Musée national des armes à feu, qui abrite l'une des collections d'armes les plus complètes au monde. Le directeur du musée, James Pica, m'ouvre le présentoir de pistolets historiques, dont un exemplaire célèbre conçu par celui qui a résolu la question du tir à répétition. Samuel Colt a trouvé une solution efficace en imaginant un cylindre rotatif contenant des charges successives.
Colt fait une percée dans le domaine des armes de poing avec le Colt Patterson 1836. S'en sont suivis 2 décennies d'amélioration technologique du modèle. Je parie que vous reconnaissez celui-ci. Il s'agit du modèle 1860 de Colt, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est le modèle militaire de calibre 44. Il a été le revolver le plus utilisé de la guerre de sécession. C'était la technologie la plus avancée de l'époque et qui a connu un succès monumental. Et d'où vient cet exemplaire précis? Ce revolver a d'abord appartenu à un soldat de l'Union, puis il est venu on ne sait comment entre les mains de l'un des membres des Mosby's Rangers. Le 43e bataillon de cavalerie de Virginie, surnommé les Mosby's Rangers, était une unité d'élite de l'armée confédérée opérant principalement derrière les lignes de l'Union. Armés de leur seul revolver, ces officiers désarmaient les soldats de l'Union et perturbaient leur stratégie en volant des chevaux et en faisant dérailler des trains. Aujourd'hui, les Mosby's Rangers seraient qualifiés de force d'opération spéciale. Le colonel John Mosby avait constitué cette unité spéciale et prenait souvent part à leurs raids. Leur exploit le plus connu est sans doute l'enlèvement du brigadier général Edwin Stoughton. Mosby et ses hommes ont capturé Stoughton dans ses propres quartiers, dans la Virginie alors occupée par l'Union. L'armée de l'Union a ensuite envoyé des milliers de troupes capturer Mosby, sans succès. Ce qui lui a valu le surnom de The Grey Ghost, ou le fantôme gris. Les Rangers modernes sont jusqu'à un certain point les héritiers des Mosby's Rangers. Et en tant qu'ancien Ranger moi-même, je sais que je vais faire des jaloux parmi mes anciens collègues, en ayant la chance de manipuler une arme portée par les hommes de Mosby. Aimeriez-vous l'essayer? Ce serait un honneur pour moi. Merci beaucoup. Il est agréable à manier. Je n'ai presque pas senti de recul. Et la balle a touché sensiblement là où je le voulais. J'ai adopté une position de tir plus traditionnelle à une seule main, comme il était d'usage de le faire à l'époque. Je viens de tirer avec un joli morceau de notre histoire. Le développement des cartouches métalliques et du mécanisme de chargement automatique à la fin du 19e siècle ont pavé la voie à l'apparition de l'arme de poing militaire semi-automatique. Martin Doherty a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages sur les armes à feu et l'histoire militaire. Je lui ai demandé de me parler du premier pistolet semi-automatique à entrer en usage sur le front, le Mauser C96 allemand. Le Mauser C96 marque un gigantesque bond en avant en termes de puissance de feu individuel. Il tire abondamment et se recharge rapidement. Voici le modèle 1896 Mauser, baptisé le manche à balai par certains à cause de la forme de sa crosse. Les Allemands l'avaient surnommé Kofußpistole, ou pistolet patte de vache. De quel calibre est-il? À l'origine, il était chambré en 7,63 Mauser, puis adapté au 9 mm. Je vois que tu as apporté de fausses cartouches. Peux-tu me montrer comment on charge un chargeur fixe? Tout d'abord, je tire le chien pour ouvrir le mécanisme. Je prends ma lame chargeur que je place sur le guide et que j'enfonce. Une fois les balles en place, je retire la lame chargeur et je suis prêt à tirer. Si je comprends bien, le Mauser C96 a popularisé le pistolet semi-automatique. Oui, peu de gens avaient entendu parler de pistolet semi-automatique jusqu'à ce qu'en janvier 1911, il soit utilisé lors d'une fusillade dans les rues de Londres. L'incident qui secoue tout Londres se produit dans Stepney, un quartier ouvrier du East End. Des centaines de policiers encerclent 2 hommes soupçonnés de cambriolage. Les 2 tireurs embusqués ont dans leur arsenal des pistolets C96 et réussissent à tenir les policiers à distance grâce à leur grande puissance de feu. Le secrétaire de l'Intérieur de l'époque, le jeune Winston Churchill, est appelé sur place pour coordonner l'assaut. Il appelle l'armée en renfort. La bataille dure 2 longues heures. Les Mauser ne se testent enfin que lorsque le feu balaie la cachette des suspects. Le siège de Stepney marque un réveil brutal pour les forces militaires et policières. Les batailles de l'avenir ne se gagneront pas sans armes semi-automatiques. Le C-96 est-il finalement allé au front? Bien sûr, il a été l'arme de poing des officiers allemands durant les 2 grandes guerres et ailleurs. Durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, on a aussi employé le revolver. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient beaucoup plus raffinés. J'en veux pour exemple ce Webley Mark VI. Est-ce que tu crois que ton pistolet semi-automatique puisse l'emporter sur ce revolver moderne?
J'aimerais bien le découvrir. Le C-96 et le Webley ont tous deux pris part à des missions secrètes au début des années 1900. Le concept d'opération spéciale n'existait pas encore à l'époque du Mauser. Par contre, de nombreuses expéditions coloniales et diplomatiques se faisaient de manière à demi clandestine, et le Mauser s'est avéré une arme de choix pour plusieurs dans ce contexte. Le Webley Mark VI était une arme de poing militaire. Lorsque les premiers commandos ont été formés durant la Seconde Guerre, c'est la première arme qu'ils ont commandée. Nous aurons 12 cibles chacun. Nous allons tirer jusqu'à ce que l'un de nous les ait toutes détruites. Je la jouerai traditionnelle avec le Webley et toi, tu manieras le manche à balai. Le premier à toucher toutes les cibles l'emporte. Mais aucun des chargeurs ne contient 12 balles. La rapidité de rechargement fait donc partie de l'épreuve. Tu as 6 coups et moi 10. Seras-tu capable de recharger ton arme assez vite pour soutenir le rythme de mon Mauser? C'est ce qu'on va voir. Génial. Allons-y. 3, 2, 1, tirez! Le Webley est précis et rapide. Mais il n'a que 6 coups. Je rattrape mon retard pendant que Martin recharge son arme. C'est à ce moment que mon Mauser s'enraye. Il est engorgé. Un instant. Ça va. Mon Mauser remis en état, je suis en mesure de liquider les dernières cibles. Ça y est. Terminé. Sécurisé. Génial. La victoire est sans équivoque. Il faut dire qu'un chargeur de 10 balles affrontait un revolver à 6 coups. Le chargement est facilité par la lame chargeur, alors que les balles de l'autre doivent être chargées individuellement. J'ai eu quelques problèmes d'enrayage qui témoignent de la complexité du mécanisme et qui expliquent peut-être pourquoi il a été dépassé par d'autres modèles. Par contre, le revolver est très fiable. Oui, les revolvers sont encore utilisés aujourd'hui pour leur fiabilité. Ah ouais? Merci de ta visite, c'est très apprécié. Le pistolet C-96 Mauser n'est qu'un premier pas en matière d'armes de poing semi-automatique. Le spécialiste des armes à feu Mike Tristano tient en main celui qui fera entrer le pistolet d'opération spéciale dans une nouvelle ère. Il s'agit du pistolet Parabellum 08, mieux connu sous le nom de Luger. Son concepteur, l'Autrichien Georg Luger, lui a aussi dessiné une cartouche sur mesure. Et cette cartouche deviendra bientôt la munition de pistolet la plus populaire de tous les temps. Alors voici le fameux P08 Parabellum. Quels en sont les inconvénients? C'était une arme coûteuse à produire et sensible à la boue, au sable et à la poussière. Par contre, il utilise des balles de 9 mm, soit la munition la plus utilisée à travers le monde pour des armes militaires. À travers le monde. Qu'est-ce qui expliquerait cette popularité? La 9 mm n'est peut-être pas la munition qui convient à toutes les missions, mais elle a un bon pouvoir d'arrêt. Elle coûte moins cher à produire que la plupart des balles de plus gros calibre, et son faible poids et sa petite taille permettent d'en transporter une grande quantité sans être encombré. Lorsque l'armée allemande a abandonné le P08, par quelle arme l'a-t-elle remplacé? Elle a opté pour le Walther P38. Mais les officiers nazis préféraient ce pistolet, le Walther PPK. C'est aussi le pistolet dont Adolf Hitler s'est servi pour s'enlever la vie. Bien vu. Mais il est aussi connu au cinéma comme l'arme de prédilection de l'agent 007, James Bond. Voilà qui me convainc de l'essayer. Pas de problème, fais-toi plaisir. Le PPK est une arme compacte dont le chargeur ne contient que 7 balles. Mais sa vitesse initiale est impressionnante pour sa taille. Et voilà le PPK. Une puissance dévastatrice dans un format compact. On ne s'attend pas à cela d'un si petit objet, mais le résultat ne ment pas. Son tir est très agréable. Et j'aimerais bien en posséder un. En travaillant au sein de l'unité de recherche et sauvetage, j'ai appris à bien connaître la puissance du M1911. Avant l'aube de la Première Guerre mondiale et jusqu'en 1985, le Colt M1911 a été l'arme de service officielle des officiers de l'armée et des forces d'opération spéciales américaines. Il a été copié par les fabricants d'armes de partout dans le monde, y compris ceux de l'Union soviétique.
Les Russes ont élaboré leur propre pistolet du genre 1911. Il s'agit du TT-33 chambré pour des cartouches Tokarev 7,62 par 25 mm. Et quel est le résultat? Ça donne un pistolet robuste qui a très bien servi l'armée rouge. C'était leur principale arme de poing durant la Seconde Guerre mondiale. Juin 1941. Hitler lance une attaque surprise sur l'URSS, sur un front large de 2900 km. L'invasion allemande, au nom de code d'opération Barbarossa, semblait imparable. Le Tokarev est l'arme de prédilection de plus de 2000 équipes spéciales disséminées sur le territoire pour infiltrer le territoire occupé par les Allemands. Leur mission, sabotage et assassinat. Les agents éliminent plus de 100 000 soldats allemands et des douzaines d'officiers de haut rang. En plus de détruire des dépôts de munitions. Le Tokarev a affronté le Luger sur le front de l'Est. Les deux pistolets mythiques vont maintenant se mesurer l'un à l'autre dans une épreuve de puissance et de portée. Si leurs projectiles peuvent facilement parcourir des centaines de mètres, ils ne sont précis que sur une courte distance. Nous avons disposé des cibles sur des plateformes mobiles afin de mesurer leur portée efficace. Mike, tu tireras du Tokarev et moi, du Luger. Dès que nous commencerons à tirer, les cibles se mettront à avancer. Chacune des cibles est remplie d'explosifs. Le pistolet ayant la plus longue portée sera donc le premier dont la cible détonnera. 3, 2, 1, prêt à tirer! Super! Bien joué, Will. Pour ce test très simple, le Luger l'a emporté sur le Tokarev. Sans être un tireur d'élite, j'ai fait exploser ma cible à une distance de 36 mètres. À peu de choses près de la portée efficace maximale du Luger, qui est de 48 mètres. J'adore voir les restes fumants d'une explosion. Un peu trop. La munition de 9 mm du Luger offre à la fois puissance et longue portée dans un format compact et abordable. 100 ans après son invention, elle est toujours la cartouche la plus populaire sur la planète. Fantastique! Nous avons vu que les pistolets d'opération spéciale de la Seconde Guerre mondiale étaient des armes de précision employées par des soldats d'élite. Or, les États-Unis ont aussi produit le plus rudimentaire des pistolets d'opération spéciale, conçu pour être employé par quiconque aurait le cran de l'utiliser, le pistolet Liberator de 1942. Pour en savoir plus, je suis venu rencontrer Phil Schreier, curateur principal du Musée national des armes à feu. Et pourquoi pas l'essayer dans la salle de tir du musée. Qu'avons-nous ici? C'est le fameux Liberator de l'OSS. On dirait un pistolet de bande dessinée. C'est vrai qu'il fait BD. Il a été fabriqué par la division des phares électriques de la General Motors, donc par un manufacturier d'automobiles. Quelqu'un a proposé de fabriquer un pistolet qui soit très bon marché et fabriqué rapidement, afin qu'on puisse les larguer du haut des airs dans les zones occupées de la France, de Norvège et du Népal. Ils ont lancé la production et livré la marchandise en 6 mois. Chaque exemplaire coûtait 2,25 $ au gouvernement américain. Nous avons même une photographie d'un partisan himalayen qui en porte un à la ceinture. Le Liberator possède un simple canon lisse, ce qui limite sa vitesse initiale, et il ne tire qu'un coup. Mais il est de fort calibre et renferme beaucoup de puissance. À cause de sa portée limitée, à peine 3 mètres, le Liberator ne peut pas devenir une arme de combat. Mais si un civil anonyme pouvait s'approcher suffisamment de soldats ennemis, il pourrait l'échanger pour quelque chose de plus intéressant. On n'a pas pu mesurer l'impact réel du Liberator. Mais une chose est sûre, ceux qui l'ont utilisé avaient des nerfs d'acier.
C'est très facile. Vous tirez ceci et vous mettez le cran à 9 heures. Puis vous soulevez le rideau, vous visez et tirez. Ma cible n'est qu'à 6 mètres devant. Je ne sais pas tirer, ma parole. À cette distance, j'aurais dû toucher la cible sans problème. Avec n'importe quelle autre arme, elle serait difficile à rater. Il aurait fallu, en effet, se trouver très près de la cible pour l'atteindre avec ce pistolet. Nous avons le M11 à 822 grammes, le P226 à 964 grammes, et puis il y a celui-ci, le Desert Eagle, 1 kg 984 et 28 cm de long. Le Desert Eagle est disponible en plusieurs calibres et peut être chambré pour les plus grosses munitions pistolet au monde. Il les tire à une vitesse ahurissante sur une portée extrêmement longue. Certains prétendent qu'il équipe certaines forces d'opération spéciales. Je n'en ai aucune idée, mais j'ai terriblement envie d'essayer cet engin. Nous avons rempli d'eau 3 aquariums. 2 d'entre eux se trouvent derrière un obstacle. Voyons maintenant de quoi l'aigle du désert est capable. Il est passé à travers tous les obstacles et a défoncé tous les aquariums. Quoique j'ai visé un peu haut sur le premier. Mais c'est mission accomplie. Ça reste une arme lourde et peu maniable. Pour compenser son poids, j'ai eu tendance à relever le canon. C'est pourquoi j'ai visé un peu haut. Une chose est sûre, je n'aimerais pas le voir pointer dans ma direction. Ces balles sont grosses, lourdes et vicieuses et peuvent faire de gros dégâts. Le Desert Eagle a été conçu aux États-Unis, mais la plupart des exemplaires fabriqués le sont en Israël. C'est ce qui fait dire à plusieurs qu'il serait l'arme de prédilection des forces spéciales israéliennes. Mais s'agit-il d'une légende urbaine? J'ai demandé à Brady Pesola, un ancien Marine, de m'aider à élucider cette question. Il exécute présentement une technique spéciale de tir groupé appelée technique des 2 coups. Il est très important de maîtriser la technique des 2 coups dans les forces d'opération spéciales. En tirant 2 fois sur l'ennemi, l'opérateur peut passer à la seconde cible. Excellent tir, Brady. Merci. Bien joué. Alors tu tires du Glock, n'est-ce pas? Absolument. Celui-ci est le Glock 26, une version compacte du Glock de calibre 9 mm. Il a un chargeur de 10 balles et une vitesse initiale d'environ 365 mètres secondes. Où est-il utilisé au sein des forces d'opération spéciales? De nombreuses forces spéciales l'utilisent, dont certaines unités des forces d'opération spéciales israéliennes. Il est plus facilement dissimulable grâce à son design compact. Bien vu, il est facilement dissimulable et discret. La plupart des gens ne le remarqueront pas. Quelles sont les autres armes de poing utilisées? Lors d'opérations ouvertes, quand vous souhaitez que l'ennemi soit à même de constater votre puissance de feu, on emploie le Glock 17. Même chose pour le SIG P228, le petit frère du P226, un excellent 9 mm. D'accord. Maintenant, je vois qu'on a aussi le Desert Eagle. Oui, ce bon vieux Desert Eagle. On l'utilise aussi dans les opérations spéciales? Eh bien, imaginons un scénario bien réel. Tu te souviens de l'incident du Mavi Marmara en 2010? Oui. Et si je me souviens bien, les pistolets ont joué un rôle important dans cet événement. Est-il possible qu'on ait utilisé le Desert Eagle ce jour-là? L'incident a commencé quand une flottille de 6 navires a tenté de forcer le blocus de Gaza par Israël. Les forces d'opération spéciales israéliennes interceptent la flottille et 5 des navires se rendent sans résister. Mais la tension monte à bord du Mavi Marmara. Le commando israélien descend d'hélicoptère. Une fois sur le pont, des activistes armés de barres de fer se ruent sur les agents et poussent l'un des agents sur un pont inférieur. Puis, les Israéliens se défendent avec leurs pistolets. Au terme de l'affrontement, 7 agents israéliens sont blessés et 9 activistes sont morts. De nombreuses unités d'opération spéciales utilisent des armes de 9 mm. Certains disent qu'il s'agissait de Glock. Connaissant la Tsahal, on n'a ni confirmé ni infirmé ces dires. Voilà. C'est donc dire que le Desert Eagle n'est pas exclu. Nous avons mis au point un petit test afin d'en avoir le cœur net. Je suis prêt. Génial.
Je vois des cordes et une plateforme élévatrice. Je parie que je vais devoir descendre en rappel de là-haut. Bien sûr, et 2 fois plutôt qu'une. La première fois armée du Desert Eagle et la seconde du Glock. Et une fois au sol, tu devras neutraliser chacune de ces cibles. Je vois. Et lorsque je m'attaque à ces cibles, dois-je le faire en mouvement ou à l'arrêt? En mouvement, mon ami. Parfait. Heureusement que je n'ai pas la phobie des hauteurs. Allons-y. Nous allons minuter chacune des missions. Je vais sauter de cette plateforme armée de Desert Eagle de calibre 44. L'épreuve devrait permettre de savoir si un commando peut manœuvrer et atteindre ses cibles avec une arme aussi volumineuse. Si cet ancrage flanche, je pourrais compter sur celui-ci. Prêt? C'est parti! Comment c'était? Intéressant. D'abord, son canon est extrêmement long. Et puis, il pèse presque 2 kilos. Ce qui fait que je suis porté à surcompenser. J'ai l'habitude avec des armes beaucoup plus légères. Alors, il m'est difficile de bien viser avec ce poids au bout de mon bras tendu. Je tire donc plus haut parce que je force pour maintenir ma visée. Es-tu prêt à recommencer? Oui, absolument. Parfait, je te remets ton Glock. Tu reprends celui-là, moi celui-ci. Amuse-toi bien. Super. La corde. Chargeur vide. Alors, ton verdict? C'est une bien meilleure arme pour des forces d'opération spéciales. J'ai dû enlever mes gants, sans quoi je n'aurais pas pu passer mes gros doigts pour appuyer sur la détente. J'ai donc perdu quelques secondes. Mais ce n'est rien comparé à l'effort demandé pour dégainer cet énorme Desert Eagle. J'ai aussi remarqué une chose. Le Glock me permettait d'exécuter plus rapidement la technique des 2 coups que je n'y arrivais avec le Desert Eagle. Le Desert Eagle est si lourd que je devais constamment forcer pour réussir à maintenir ma visée et rester bien en place. Crois-tu que le Desert Eagle puisse servir aux opérations spéciales? Non, absolument pas. Quoi qu'il soit surdimensionné pour les missions secrètes, sa taille et sa puissance ont fait du Desert Eagle l'une des armes les plus reconnaissables de l'ère moderne. J'ai testé les meilleurs pistolets d'opération spéciale du dernier siècle et demi, et j'ai constaté une chose. Ces armes ont toutes quelque chose en commun. Elles sont toujours les plus fiables, les plus précises et les plus meurtrières de leur temps. J'aime la prise ferme du Colt Army 1860, même s'il paraît primitif selon les standards d'aujourd'hui. Le fougueux Walther PPK figure aussi au sommet de mon palmarès. C'est un pistolet compact qui sait frapper fort. Je suis maintenant convaincu que le Desert Eagle n'est pas conçu pour les opérations spéciales, quoiqu'il reste une arme redoutable. De différents calibres, avec ou sans silencieux, les pistolets d'opération spéciale offrent toutes sortes de caractéristiques. Lequel choisir? Je vais mettre à l'épreuve mes nouvelles connaissances. Le spécialiste des armes à feu Mike Tristano a choisi pour moi un éventail de différents pistolets. Il est maintenant temps de me faire expliquer ma mission. Will, notre équipe de production a monté ce décor à l'intérieur duquel tu devras exécuter une mission spéciale en plusieurs phases. D'accord. Et quel sera mon objectif?
Ta mission sera d'éliminer un terroriste avant qu'il n'exécute un otage. Mais auparavant, tu devras compléter 3 missions différentes. Chaque scénario te fournira de l'information sur ta cible et le choix entre 2 armes. Tu n'as que 2 minutes avant que l'otage ne soit exécuté. Le compte à rebours ne s'arrête pas une fois qu'il est enclenché. Mais avant que le chrono ne se mette en marche, je dois te montrer ceci. Des informations sur tes premières cibles. Voyons ce que c'est. On dirait bien des soldats allemands de la Première Guerre mondiale. C'est exact. Et tu as le choix entre 2 pistolets. Choisis-en un. Selon les informations fournies et le choix des armes, soit le Mauser C96 et le Webley, je vais opter pour le Webley, car il me semble plus fiable. C'est un bon choix. OK. Prêt? 3, 2, 1, partez! Merde. Il est toujours plus difficile de tirer à travers une vitre. Mais Will a fait un bon choix en optant pour le Webley car son calibre 455 est bien adapté à la situation. Les photos trouvées dans la valise m'apprennent que mes prochaines cibles seront des soldats de la Seconde Guerre mondiale. On m'offre le choix entre le Luger et le Tokarev. Le Tokarev est costaud, mais j'ai obtenu une meilleure précision avec le Luger. Je savais que je serais à la fois efficace et précis en chargeant le Luger. Je ne m'attendais pas à voir surgir ce garde, et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait derrière cette porte. Chaque fois que vous avancez dans l'inconnu, il vaut toujours mieux utiliser l'effet de surprise pour faire diversion. La bombe fumigène leur a voilé la vue, ce qui m'a donné l'avantage en entrant dans la pièce. C'est à ce moment que Will doit agir dans le secret. Selon les informations, je devais me rendre dans un café et y abattre ma cible. Je lui ai donné le choix entre le Walther PPK et le SIG P226. Le Sig Sauer P226 est une arme superbe, mais peut-être un peu trop massive pour ce genre de mission. Alors j'ai attrapé le PPK, je l'ai chargé, prêt à accomplir ma prochaine mission. En ouvrant le sac, j'y ai découvert la photographie d'une autre cible et un USP-45CT avec son silencieux. Il ne me restait qu'à me diriger vers mon prochain objectif. Quand un civil est employé comme bouclier, seul un faible pourcentage de votre cible est exposé. Et c'est avec ce pourcentage qu'il faut travailler. Je savourais déjà intérieurement la victoire quand une autre cible est apparue dans mon dos. C'est la preuve qu'il faut toujours rester sur ses gardes. J'ai posé un genou au sol pour plus de stabilité. Et j'ai enrayé la menace. Bravo, Will. Tu as obtenu un très bon temps pour ta mission. C'est agréable de voir sa cible exploser quand on l'a touchée. Et tu ne peux pas dire le contraire. Qu'as-tu pensé de la mission? La mise en scène était grandiose. Dans la première pièce, j'ai abattu les 2 soldats, puis j'ai tourné le coin et neutralisé ce garde qui se dirigeait vers moi. J'ai contourné, puis j'ai lancé une bombe fumigène dans la seconde pièce. Les 2 cibles ont été éliminées sans problème. Puis le type du café, c'est celui que j'ai préféré. Tu t'es pris pour James Bond avec ton PPK, pas vrai? Oui, je me suis senti aussi sexy que James Bond. Enfin, je me suis déplacé jusqu'ici avec l'USP. Évidemment, la cible était partiellement voilée, mais je suis parvenu à toucher le preneur d'otage à plusieurs reprises sans toucher l'otage. Bien joué. Et puis, chaque fois qu'une cible explose... On s'amuse bien. Oui. Les pistolets d'opération spéciale sont une espèce à part. Ils doivent être robustes, compacts et puissants.
Nous avons vu comment les concepteurs d'armes à feu ont su se plier à ces exigences pour créer les pistolets les plus raffinés. Le pistolet d'opération spéciale est sans contredit une arme sur laquelle on peut compter. Je m'appelle Will Willis et je vous donne rendez-vous au Champ-Tir pour un prochain épisode.